Africa yo. Dia Fili Parafina Africa yo. Ashanti, Ashanti, Africa yo. Le soleil s'est levé. Le coq a chanté. Unité africaine s'est levée. Sincerely, it's my brother. I'm so happy to hear. Mia beleko. Cocorico. Mia beleko. Cocorico. Mia beleko. Cocorico. Mia beleko. Excellence, Madame le ministre, Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Ses Excellences El Hadji Baba Mal, Professor Milford Soko of Bedford University, Dr. Natalia Kanem, Her Excellency, who is also present in this room, Director General of the UNFPA, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues, c'est un immense plaisir de recevoir Madame le ministre, Madame Aïssata Tall Sall, ici aujourd'hui. Nous savons que vous êtes occupés. Ça, nous le savions. Nous savons que vous avez passé la journée dans un conseil des ministres et que vous avez pris le temps quand même de venir nous retrouver ici à Saly. Merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous marquez à ce que nous faisons. Merci pour l'engagement que vous démontrez dans la cause du changement et du développement de l'Afrique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Merci de venir nous rejoindre et de trouver ici Madame Pendambo, la ministre Pendambo, professeure de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien ministre de la Culture du Sénégal. Et toutes les personnalités qui sont ici présentes, qui sont tellement nombreuses qu'on ne pourrait pas toutes les nommer. Nous savons que votre calendrier est extrêmement chargé et nous ne pouvons pas trouver les mots juste pour vraiment exprimer l'appréciation que nous avons de votre présence ici. Nous nous sentons encouragés et fortifiés. Nous avons fait comprendre à tout le monde que cette conférence se tient pour la première fois dans un pays dont le nom, c'est le pays de la Teranga. Vous avez fait la démonstration de la Teranga sénégalaise en venant de Dakar jusqu'ici, dans une journée qui est extrêmement remplie. Merci. Cette conférence se tient à un moment où le monde traverse une phase extrêmement critique. Les problèmes, on ne peut pas finir de les énumérer. On parlait des changements climatiques, on parlait d'inégalité, de pauvreté, des défis technologiques énormes. On parlait du problème du développement, tout simplement. Et il s'est rajouté à tous ces problèmes-là quelque chose qui s'appelle Covid-19, qui a bouleversé le monde et profondément. Avec tout ça, il s'est rajouté d'autres problèmes. Une guerre qui se produit à l'autre extrémité du monde et dont on ressent les conséquences ici chez nous et de toutes les manières possibles. Et donc, on dit que le monde est en une phase critique. On savait déjà qu'il y avait une prise de conscience de la nécessité de changer la manière de faire, de repenser le développement. C'est la raison pour laquelle, en 2015, autour du système des Nations Unies, la communauté internationale a adopté ce qu'on appelle depuis les objectifs de développement durable. Et le slogan, c'est de dire qu'il faudrait qu'on arrive ensemble à construire le monde que nous voulons et ne pas laisser
la dérive ou les dérives continuaient. Un monde inclusif, juste et équitable, et un monde dont personne ne serait exclu. C'était ça le slogan. Mais on ne savait pas à quel point cette position-là était juste, jusqu'à ce qu'on a commencé à vivre l'aggravation de tous les problèmes dont on parlait. C'est presque la panique quand on regarde ce qui se passe au niveau climat. On dit qu'il y a une urgence climatique, mais il y a une urgence de toutes sortes. Il y a une urgence éducationnelle, il y a une urgence de développement tout simplement, pour ce qui nous concerne en Afrique. Parce que tous les problèmes dont on parle, on les vit d'une manière particulièrement aiguë dans notre continent. Et donc, ce que nous trouvons rassurant, c'est que malgré tous les problèmes, les mouvements sociaux, les penseurs de ce monde-là, ont démontré qu'il est possible d'imaginer un avenir meilleur. Il est possible que le monde emprunte un chemin différent. Et c'est la lutte dans laquelle sont engagés nos gouvernements. Vous, Madame le ministre, vous êtes dans ce combat-là au quotidien. C'est la lutte dans laquelle sont engagés les mouvements sociaux d'Afrique, la société civile africaine, le secteur privé. Et c'est le combat également dans lequel la philanthropie dans le monde entier est engagée. Je parle de la philanthropie transformatrice, celle qui cherche à faire du bien. Et donc, quand nous avons commencé il y a 4 ans, en 2019, à organiser cette série de rencontres, nous avions l'ambition de prolonger les efforts que nos aînés, les Jerry Salo, les Akosi Edou, Janet, Mario et toutes les personnes, Natalia, qui sont ici et d'autres qui sont ailleurs, ont commencé à faire pour structurer et organiser la communauté philanthropique africaine, qui accompagne les changements que le monde essaie d'opérer et que l'Afrique essaie de faire. Nous savons que c'est dans notre culture de nous entraider. C'est dans notre culture de donner ce que nous avons et non pas attendre d'avoir une accumulation de richesses pour partager. Le professeur Djibril Fall, ici présent, nous rappelait à la première édition de cette conférence en 2019 qu'en Wolof, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on ne dit pas seulement et on dit merci. Hein? Quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, on dit merci. La réponse c'est en fait ñoko bok. Ñoko bok. Enen denti dum implar. Ce qui veut dire qu'au fond, ce que j'ai donné, en fait, c'est votre part de ce qui est en ma possession. Et qu'il n'y a pas une exclusivité de la propriété. C'est comme si tout le monde est custodian, comme on dit en anglais. On lui a confié quelque chose à garder, mais ce n'est pas pour que l'on garde ça tout seul. C'est la philosophie de l'Ubuntu. C'est ce qui caractérise en fait les pratiques philanthropiques en Afrique de tout temps. Mais le monde de la philanthropie dans nos continents s'est complexifié beaucoup. Les formes institutionnelles ont changé. Des fondations privées opérées dans le continent avec une bonne volonté, essayer d'accompagner les processus de changement, soutenir les communautés, soutenir même le gouvernement. Mais il s'est trouvé que notre conviction à Trust Africa, avec nous, ce qui est la conviction de nos partenaires avec lesquels on organise cette conférence-là, est qu'il est important que pour ce qui est de l'Afrique, la réflexion, la conceptualisation du développement qu'il faut et l'action qu'il faut mener pour que ce développement ait lieu soit mené par nous-mêmes, nos Africains. Donc, dans le domaine de la philanthropie également, nous avons senti la nécessité de nous organiser et donc de prolonger les efforts de nos aînés pour pouvoir mieux structurer et construire une communauté philanthropique africaine véritable. Et c'est ce qui nous a amené à organiser cette série de rencontres. Nous avons fait la première en 2019 à Johannesburg, la deuxième en 2021, on était dans le temps du Covid, donc on l'a fait virtuellement. La troisième l'année dernière, en bimodal, à Johannesburg encore, et certains ont participé virtuellement. Et cette année, nous avons décidé de sortir de l'Afrique australe et pour venir en Afrique de l'Ouest, un espace
différents, de ce continent qui est vaste, qui est riche, qui est divers. Parce que l'objectif que nous avons fixé à nous-mêmes, c'est qu'à chaque fois qu'on organise cette conférence-là, on reflète, on fait ressentir les couleurs locales, les problématiques locales devraient être discutées dans la rencontre. Et donc, en venant au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, nous avons également essayé d'avoir une forte participation locale et nous remercions tous les collègues venant d'Afrique de l'Ouest qui sont ici, du Sénégal, mais également ce qui fait la particularité et les formes d'organisation de la philanthropie dans cette partie du continent également. Et on a plusieurs organisations sénégalaises, de type religieuses et autres, qui sont dans cette salle, qui participent au débat. Et parce que nous sommes convaincus que ce débat-là, il est important, la construction de cette communauté philanthropique est importante, et que la philanthropie est un partenaire au développement. Nous avons tendance à penser en termes de partenariat public-privé, qui est un partenariat important, mais la philanthropie, les philanthropes sont également des partenaires du développement qui sont extrêmement importants et à plusieurs niveaux. Au niveau communautaire, c'est évidemment ce qui nous permet même de continuer à fonctionner. C'est cette entraide, ces dons qu'on fait de son temps, de ses savoirs et de son talent pour venir en aide à ceux qui sont dans la nécessité ou pour construire des projets communautaires ensemble qui contribuent à la résilience des sociétés africaines de tout temps. Et c'est de la même façon que nous sommes convaincus que si la communauté philanthropique s'organise mieux et que si on arrive à obtenir un environnement favorable au développement de la philanthropie, à son éclosion, on arrivera à mobiliser beaucoup plus de ressources internes au continent pour soutenir les processus de développement du continent. Et quand on parle du continent, comme vous le savez, Madame la ministre, on y inclut notre diaspora, qui est importante. La diaspora contribue énormément, non seulement au maintien des familles et des communautés, mais également au développement. Les ressources se comptent par milliards chaque année. Et la diaspora contribue plus, apporte plus de ressources à l'Afrique que l'aide publique au développement. Et donc, si on est dans une phase extrêmement critique de notre développement et du monde et de l'histoire du monde, et que le monde s'arrête pour repenser ses manières de faire et imaginer un futur nouveau, un meilleur futur, eh bien, il est important que la communauté philanthropique également s'arrête et réfléchisse à la manière d'accompagner ces processus de changement et de participer à la construction d'un avenir meilleur pour nos communautés et pour notre continent. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème pour cette 4e édition la philanthropie à un point d'inflexion. Parce que le monde est à une phase critique. Ça ne peut plus continuer. Business as usual. Ce serait la catastrophe. Ça, tout le monde est convaincu de ça. La question, c'est comment, quoi d'autre et comment arriver à construire un monde meilleur. Et c'est de la même façon que les philanthropes aussi s'interrogent sur qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner ce processus-là, pour être un véritable partenaire des décideurs, des États, de la société civile et de nos communautés pour arriver à construire justement ce monde meilleur auquel nous aspirons. Je ne voudrais pas faire de cette intervention une intervention très longue. Je voudrais juste vous dire que nous avons commencé par une rencontre académique au Musée des civilisations noires hier et avant-hier, où presque une centaine de personnes se sont convergées. Et pourquoi académique? Parce que la recherche et le savoir fait partie de ce qu'on devrait soutenir et valoriser davantage. Le développement ne se fait nulle part sans le savoir et sans la recherche. C'est pour ça d'ailleurs maintenant qu'on parle d'économie de savoir et de société de savoir. Et de la même façon, si on aspire à la construction d'une communauté philanthropique africaine forte et dynamique, il va falloir que le volet recherche, qu'on le prenne en charge aussi très sérieusement. Et donc, on a commencé l'année dernière à organiser cette conférence académique à Johannesburg. Et cette année également, on a eu une très bonne conférence à Dakar. Et ici, on est venu avec les mêmes universitaires, avec plusieurs Sénégalais qui sont dans la salle, qui participent à ce débat-là.
et pour justement faire en sorte que le débat ne reste pas entre les universitaires, mais qu'il y ait cet échange fécond, nous sommes convaincus, entre les décideurs, les universitaires, les praticiens, les communautés, parce qu'il n'y a pas un savoir qui est forcément supérieur à un autre. Il faudrait qu'on sache mobiliser tous les savoirs, y compris les savoirs endogènes, les manières de faire de nos ancêtres, les manières de faire actuelles, alternatives qui permettent justement à trouver des solutions à tous les problèmes complexes. Nous avons eu aujourd'hui une intervention, une leçon inaugurale donnée par Mamadou Bitey, qui est secrétaire exécutif de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, ACBF, qui est une agence spécialisée de l'Union africaine pour le développement des capacités. Mamadou nous a fait une excellente conférence introductive justement à cette rencontre-là. Demain, nous allons avoir une autre conférence délivrée par le professeur Djeri Sarolé d'Éthiopie, qui est ici. Et demain soir, le docteur Akwasi Edo va faire une autre intervention lors du dîner de gala qu'on va organiser. Et Nathalie Akanem, le docteur Nathalie Akanem, directrice générale de la FUNUAB, va donner aussi la troisième conférence inaugurale le vendredi. Une dernière chose qu'on va faire et qui participe toujours de cette construction d'une communauté, c'est délivrer ce que nous appelons un prix Lifetime Achievement Award. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Maybe Khalil, you can help me. Lifetime Achievement Award. En fait, ouais. Voilà, c'est la reconnaissance en fait d'une contribution que quelqu'un a fait. C'est comme un Nobel donné à quelqu'un pour toute son œuvre, quoi, au fond. Et il y a des gens qui ont travaillé énormément justement pour faire avancer la philanthropie, la renforcer. Et la première personne à qui on a donné ça en 2021, c'est Akwasi Edo justement, qui est ici. Et l'année dernière, notre frère aîné, Mentor Baba Mal, participé à la célébration de Akwasi cette fois-là. Et nous avons l'année dernière donné le prix à Mme Gracia Machel. Et cette année, nous avons créé un comité indépendant qui a fait la sélection et qui va nous révéler quel est le lauréat de ce prix aussi. Et ça va se faire demain soir, voilà. Demain soir, ici, à la rencontre. Et nous avons vraiment l'honneur d'avoir Baba Mal qui nous a rejoints ici, qui nous a toujours accompagnés et que nous remercions vraiment beaucoup pour l'appui et l'inspiration qu'il nous apporte par son travail et par les conversations que nous avons avec lui et qui va se produire ici lors de cette cérémonie d'ouverture également. Et le ministre Youssou Ndour viendra demain soir. Il devait venir aujourd'hui, mais il a eu un empêchement. Mais il devait être ici avec vous aujourd'hui, mais il va venir demain soir. Donc je voudrais encore une fois remercier tout le monde pour votre participation, pour votre attention et vous dire encore une fois, madame, merci énormément, merci infiniment pour le temps, pour l'engagement, pour cet encouragement extraordinaire que vous nous faites dans ce que nous faisons. Professeur, thank you all. Merci beaucoup. Grace this occasion today. My name is Mills Soko. I'm a professor in international business and strategy at Wits Business School in South Africa. And I'm also a director of development and partnerships at the school. Wits Business School is the graduate school of business administration at the University of the Witwatersrand, a well-known research institution that last year commemorated its centenary. Wits Business School itself is 55 years old and is one of the most recognized names in business education in Africa. But we are not just a business school in Africa, but an African business school. Part of our strategy is to therefore collaborate closely with other business schools in Africa. Another key strategic focus at WBS is to ensure we have impact. At the end of last year, we became fully accredited with the Association of African Business Schools, one of only
a handful of schools that have been recognized by the AABS for the positive impact they're having in Africa. Under the leadership of Professor Bheki Moyo and since its inception in 2017, the Center on African Philanthropy and Social Investment, otherwise known as KEPSI, has continued to break new ground, establishing itself as an international hub of knowledge, record keeping, and research into philanthropy. What philanthropy means for Africans, not only as understood by the Western world, and its role in building a fair, sustainable, and equitable future for all Africans. KEPSI and Wits Business School are deeply aligned in our vision and mission, and we share the same sense of agency to find solutions to issues which threaten our future sustainability, one of the most pressing of which is climate change. Philanthropy in Africa is indeed at an inflection point and demands careful scrutiny on the part of researchers, donors, practitioners to determine its future direction. I will include also here policymakers and politicians. The use of innovation and technology will play a key role, as will our youth here and local communities and of course policymakers. It is exciting to be able to come together from all corners of the African continent this week to attend a fully in-person conference for the first time since the first African Philanthropy Conference was held at Wits Business School in 2019. I would like to pay tribute to the powerful network of people and organizations present here who not only form a strong collective force behind the annual African Philanthropy Conference, but who are also passionately invested in the future of our beloved continent. And these are all the partners who, alongside KEPSI, have worked hard to ensure that this important conference sees the light of day. These are the African Philanthropy Forum, the African Philanthropy Network, the East Africa Philanthropy Network, the Southern Africa Trust, and Trust Africa. In conclusion, together as academics, experts, policymakers, thought leaders, artists, we can make a profound difference to the sustainable growth and development of our continent. Welcome everyone, and thank you for having us here. Thank you very much.
Baba Mal et Berita. Baba. Alors Baba Mal, aucun artiste africain de l'Ouest ou du pays du Sénégal n'a autant marqué le nom du Sénégal dans le monde grâce à la force de l'industrie cinématographique américaine. Wakanda Black Panther. Alors, ça... Oui. Not Wakanda, but Africa forever. It's a term from our country. It's a new Africa forever. Right. Okay. So Baba, what's your feeling? How do you feel? How do you feel singing with Baba Mal? Yes, I feel honored as the future of African music. I am carried by legends. I am standing on the shoulders of giants today at the 4th African Philanthropy Conference. Thank you. Thank you. Baba Mal, quel est le sentiment qui vous anime maintenant, en ce moment même? Vous avez derrière vous une sœur de Podor, un Sénégalo-Gambien, un Sud-Africain et une salle africaine. Qu'est-ce que vous ressentez avec le micro pour chanter? Mais je suis très fier d'être venu ici. I'm so happy to be with you guys today. Et je suis d'autant plus content que ce qui nous interpelle aujourd'hui est partie de l'éducation depuis toujours. Nous, on attendait cette génération. Madame Kender, vous qui est là avec nous. On attendait cette génération d'Africains et d'Africaines qui peut s'asseoir sur n'importe quelle table pour parler avec n'importe qui et échanger sur les choses qui nous interpellent. Et ce qui nous interpelle davantage aujourd'hui, c'est de prendre notre destinée en main. Absolument. Et surtout dans la philanthropie. Parce que quand on parle de philanthropie, nous savons que, je vais prendre un simple exemple. Chez nos parents Lébou, on m'a raconté que durant les saisons de culture, chacun s'occupait de son champ. Il arrivait quelquefois qu'il y ait une famille qui peut remarquer que son champ n'a pas donné, comme on dit ici chez nous. Ils n'ont pas eu de bonnes récoltes. Très tard le soir, après les récoltes de toutes les autres familles, on venait, chaque famille venait devant la porte de ces personnes qui sont touchées par le manque de réussite, amener un sac de riz, un sac de 1000, 2 sacs, 3, 10, chacun amenait ce qu'il pouvait et ce qu'il pouvait dans son cœur. Cette famille se réveillerait le matin et verrait devant sa porte un tas de sacs de riz ou bien de 1000 et ne pourrait pas dire que ces 3 sacs viennent de chez Khalil ou bien ces 4 sacs viennent de chez Baba Mal. C'est toute la communauté qui est venue soutenir. Magnifique exemple. Ah, voilà, ça c'est un bel exemple pour dire que cette solidarité a toujours existé sur le continent africain. Et si Ibrahima Sall vient me voir et me dire que maintenant nous avons décidé de prendre notre destinée en main, nos échanges, tout ce qu'on est en train de faire pour nos populations,
et qui ne nous appartient pas parce qu'il l'a dit dans son discours. Mais c'est le moyen de montrer à la face du monde que nous pouvons venir en aide aux populations les plus démunies, ceux qui ont besoin de notre soutien. Et je chante cela depuis toujours, je l'ai énoncé tout de suite dans le J'en sais texte. quelque chose. Donc, moi je pense que c'est un bel exemple que cette audience et tous ceux qui participent à cette conférence sont en train de donner au reste de la population africaine, à nos gouvernements, à nos jeunes, à même tous ceux qui sont dans l'économie et l'industrie, et de dire que tout ce qu'on peut avoir, nous ne pouvons pas dire merci à la vie tant que nous ne partageons pas avec le reste de l'Afrique. Donc c'est ça qui nous concerne. Wonderful. Mais en tout cas, je suis très content et très fier que je sois à côté de cette charmante dame à qui je vous demande d'applaudir très fort. Vous la retrouverez demain, mais de les soutenir aussi parce que c'est des artistes et surtout chez les femmes qui ont beaucoup d'engagement pour quand même relever les défis. Et c'est ça que j'ai chanté dans African Moment. Tant que nous commençons à voir, comme Aïssata, nos femmes au devant de la scène, pour ce qui s'agit d'économie, de culture, de politique, les choses vont changer petit à petit sur le continent et ça va aller de l'avant. En tout cas, merci de m'avoir invité à cette grande rencontre. Mesdames et messieurs, Baba Mal, encore une fois. Voilà. Voilà. Avant de partir, j'appelle Madame Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population à New York, qui est venue à la conférence. Madame Kanem, venez par ici. Merci. Je voudrais accueillir Natalia avec cette chanson. Oui, vas-y. A song for Natalia. Go ahead. Allah watam fondo kanye. Akwasi Aido. Akwasi? No. All right. A song for Natalia. Akwasi Audo. Lifetime achievement. Oh, yeah. Lifetime achievement. Calling Sigmata. Baba Mal, a song for Natalia. Thank you so much. Thank you. Thank you. À présent, nous allons procéder à l'ouverture, n'est-ce pas, avec Madame Esther Talsal, ministre
des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Merci madame. Bienvenue. So I thank you so much, Khalil. It's my pleasure to see you again. So long time, I didn't see you. Yeah. Baba, merci. So Baba dropped me far away to Podor, our common city. Thank you, my brother. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Je voudrais vous saluer très chaleureusement et vous dire tout le plaisir et l'honneur que j'ai à venir cet après-midi partager avec vous ces quelques moments de réflexion autour de la philanthropie. Mais avant cela, je voulais remercier mon frère Ibrahim Sall. Ibrahim Sall, qui est cet Africain qui est toujours dans la réflexion, dans la recherche et dans la prospective. Ibrahima, félicitations encore pour ces nouveaux jalons que tu es en train de poser au nom de notre continent. Félicitations à toi et félicitations également au professeur Soko. Congratulations. I appreciate well what you tell us right now. It's a very, very, very important on this critical issue about philanthropy. Thank you. Alors, j'étais loin d'imaginer que dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, que je serais amenée cet après-midi à parler de philanthropie. Et lorsque, par mon oncle Abda, que je salue, Ibrahim m'a dit, nous allons faire la 4e rencontre de la philanthropie ici, interafricaine et au Sénégal, et on voudrait que tu viennes nous accompagner. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller pouvoir dire? Et chemin faisant, je me mets à réfléchir et je me dis, mais pourquoi pas? L'intellectuel, l'Africain, doit pouvoir parler de tout quand ça l'interpelle. Et le sujet, il nous interpelle. Or, pour moi, de prime abord, vous voyez, j'avais fait un discours, mais je ne vais pas lire le discours, parce que je le trouve trop académique pour cet aéropage de grandes personnalités que je vois. Je vous le remettrai pour vos archives. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire sur la philanthropie? Dans un premier temps, je dis, bon, la philanthropie, c'est la générosité. Mais j'ai vu que ce n'est pas ça. Je crois que la philanthropie, ce n'est pas la générosité. La philanthropie, ce n'est pas la bonté. Pour moi, la philanthropie, c'est quand on sent le devoir de pouvoir faire quelque chose à partir de ce qu'on a. C'est donc, à la limite, une obligation, mais une obligation volontaire. Voyez, les termes sont contrastés. Dans l'obligation, il y a le devoir. Dans la volonté, il y a le choix et le libre arbitre. Eh bien, c'est les deux qu'il faut combiner pour arriver à la philanthropie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont généreuses, mais qui ne sont pas des philanthropes. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elles pensent qu'en donnant, c'est pour se faire plaisir à elles-mêmes. En donnant, c'est pour se donner une certaine image d'elles-mêmes. Or, la philanthropie, on donne parce que c'est le devoir de donner aujourd'hui et maintenant. Et j'ai essayé de savoir, à travers le monde, est-ce que nous avons des exemples de grands philanthropes qui pourraient nous inspirer? Oui, bien sûr qu'il y en a. Particulièrement aux États-Unis, prenez-le tous. Les Vanderbilt, tous ceux-là qui ont construit des fortunes, les Rockefeller, ils ne le faisaient pas seulement pour l'argent, ils le faisaient également pour donner un sens à leur vie. Exactement ce que Baba Mal a chanté tout à l'heure. Faites les choses pendant que vous êtes vivant, quand vous serez mort, c'est avec ça qu'on va vous célébrer. C'est ça, la philanthropie. C'est de se dire que dans ma vie,
Il ne suffit pas que je mange et que je mange comme je veux. Il ne suffit pas que je m'amuse et que je m'amuse comme je veux. Une fois qu'on a fini de manger et de s'amuser, so what? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que seulement en mangeant, en s'amusant, on a donné un sens à sa vie? Non, c'est par l'engagement. L'engagement volontaire. L'engagement seulement parce qu'on doit faire les choses, même si on n'en tire aucun bénéfice. Pour moi, c'est à ça que renvoie la philanthropie. Alors, si nous devons concevoir la philanthropie comme le devoir volontaire de faire les choses, à partir de ce moment, 4 mots doivent nous venir à l'esprit pour configurer, pour construire, pour bâtir la philanthropie. Le premier mot qui nous viendra, c'est d'abord le pouvoir. Et ces mots-là, c'est 4 P. Il y a le pouvoir, il y a la politique, il y a les personnes et il y a les pratiques. C'est 4 P. Le pouvoir comme étant celui qui doit effectivement organiser les choses. Pourquoi? Mais parce qu'au départ, on a pensé que l'État pouvait tout faire. C'est ce qu'on a appelé l'État-providence, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte que l'État ne peut pas tout faire. Que d'ailleurs l'État ne peut pas faire grand-chose parce qu'il a ses limites. Alors quand l'État est limité, il faut que ceux-là qui ont conçu l'État, qui sont les acteurs de l'État, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes, prennent le relais, se substituent à l'État et font les choses pour l'État. Quand ces grands donateurs étaient en train de s'organiser avec leurs milliards, ils n'avaient pas demandé au gouvernement des États-Unis ce qu'ils pensaient de ça. C'était les Henry Ford, c'était les Vanderbilt, c'était tous ces gens-là pour lesquels nous sommes tous les jours en train de lire leur histoire pour nous inspirer de ce qu'ils ont fait. Donc, le pouvoir, il est important. Il faut qu'il sache que lui-même, il ne peut pas tout faire et qu'il décide d'accompagner ceux-là qui ont décidé de faire pour compléter son action, prolonger son action, mais mieux que ça, aller au-delà de son action. Le deuxième P, c'est la politique. La politique qui est imaginée comme un ensemble de règles qui va accompagner et organiser la philanthropie. Lorsque, dans les pays dits développés, vous décidez de prendre de votre fortune, de donner parce que vous êtes un philanthrope, eh bien vous êtes exonéré d'impôts, vous êtes exonéré de beaucoup de choses qui vous incombaient en tant que citoyen, mais vous ne devenez plus un citoyen ordinaire parce que vous êtes un citoyen philanthrope. Alors les devoirs qui incombent aux citoyens ordinaires, on vous les enlève parce que quelque part, vous vous êtes par la philanthropie substitué à l'État. Il faut que ça, nos États le savent et que maintenant, on commence dès maintenant à organiser les règles, le cadre dans lequel la philanthropie doit s'exercer. Parce que, disons-le, nos États ne sont pas habitués à ça. Il faudrait donc un corpus de règles qui soutiennent la philanthropie, qui viennent asseoir et encadrer la philanthropie. C'est le deuxième P qui me paraît extrêmement important. Le troisième P, c'est les personnes. Les personnes dans cette culture de philanthropie qu'elles doivent avoir. Beaucoup d'entre nous peuvent être des philanthropes. Et il ne suffit pas d'être riche pour être un philanthrope. Le philanthrope, c'est une façon de penser. C'est une façon de concevoir la vie. Voyez-vous, Ibrahim, vous avez dit ici un exemple absolument illustratif. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « Djeredjeuf, nga ne ko ñoko bok », dans le ñoko bok là, il y a un esprit de philanthropie d'autant plus naturel que la personne ne le fait pas pour se faire voir, comme je le disais tout à l'heure. Elle le fait parce que c'est naturel pour elle de le faire, c'est un devoir volontaire pour elle de le faire. Donc, enseigner la philanthropie, beaucoup plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Dire aux personnes qui ont peut-être l'instinct, le sentiment de philanthropie en elles, comment réveiller cela pour les pousser à beaucoup plus de philanthropie. Et je suis sûre qu'en Afrique, le terreau, il est fertile. C'est notre culture, c'est notre civilisation. En tout cas, nous les femmes, nous le savons. Pour mettre au monde l'enfant, pour
pour l'écouter dans notre ventre, pour le mettre au monde, pour le voir grandir, le nourrir, l'éduquer, l'enseigner, s'en occuper, on sait, nous, ce qu'est la philanthropie naturelle. Et celle-là, il faut la dire, il faut l'enseigner, il faut la porter au plus haut. Et le reste maintenant, c'est les pratiques. Les pratiques, c'est de nous dire que le philanthrope, c'est un modèle. Bien sûr que le voleur qui s'est enrichi ne peut pas être un philanthrope. Il a volé pour donner. Pourquoi devrions-nous considérer que ça, c'est un philanthrope? C'est le mauvais philanthrope. Il le fait pour se trouver certainement une chaîne de complicité, mais il ne le fait pas parce que c'est un devoir volontaire pour lui de le faire. Donc les pratiques et les bonnes pratiques de la philanthropie. Savoir qui donne, savoir comment il donne, savoir surtout d'où est-ce qu'il tire ce qu'il est en train de donner. Donc la philanthropie, elle ne va pas sans l'éthique et sans la morale. Elle ne peut pas aller sans l'éthique et sans la morale. Être propre, gagner sa vie et être un philanthrope, oui, mais être un voleur pour être un philanthrope, certainement que c'est non, on ne l'acceptera pas. Donc, enseigner les bonnes pratiques de la philanthropie, cela me paraît important. C'est la raison pour laquelle, quand Ibrahim vous avait dit que vous avez un prix, vous l'appelez African Philanthropy Lifetime, non, oui, Lifetime Award, c'est comme ça, Achievement Philanthropic Lifetime African Award. C'est important parce que ça célèbre les modèles, ça récompense les modèles. Et on a besoin de cela. On en a d'autant plus besoin que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun d'entre nous, à sa façon, peut être le philanthrope sans être le milliardaire qu'on est en train d'admirer de loin. Voilà donc moi, les 4 P que la philanthropie, elle m'inspire. Le pouvoir, pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas tout faire, il faut qu'il laisse d'autres faire, et les autres, c'est les philanthropes. La politique, parce qu'elle doit comprendre qu'elle doit tracer un cadre aux philanthropes, pour que la philanthropie s'exerce dans un cadre sécurisé et dans un cadre normé. Les personnes, pour qu'elles sachent que c'est à elles de porter la philanthropie et les célébrer et les prendre en exemple, en faire les bonnes pratiques pour mettre l'éthique au centre et au cœur de la philanthropie. Voilà moi les 4 P que la philanthropie m'inspire. Et vous le disant, je voulais vous dire que j'étais très heureuse d'être ici cet après-midi, d'écouter ce que vous, Ibrahim, ce que le professeur Soko a dit. Certainement que ce soir, j'aurai une autre idée de la philanthropie. Certainement que ce soir, je me dirai moi-même comment je vais maintenant être un philanthrope actif à partir de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et bien évidemment, célébrer les musiciens, les artistes qui sont avec nous, parce que c'est eux qui peuvent porter cela. La philanthropie, pour moi, c'est aussi le courage de l'engagement, le courage du service bien fait, le courage de se dire, comme je le disais tout à l'heure, on fait les choses parce que seulement nous devons les faire. On ne les fait pas parce qu'on attend en retour une récompense. On ne les fait pas parce qu'on attend en retour de l'argent. On les fait parce que c'est notre devoir de le faire, parce que c'est le moment ici et maintenant de le faire. On le fait surtout parce que quand on ne le fait pas, eh bien, on a loupé quelque chose de sa vie. Et nous, ce que nous voulons, c'est transformer la vie des autres à partir de notre vie propre. C'est de travailler pour les autres à partir de ce que nous croyons. C'est de faire pour les choses à partir de ce que nous avons. Faire les choses parce qu'on y croit, faire les choses parce qu'on le doit, faire les choses surtout parce qu'on le doit et surtout parce qu'on le veut. C'est ça la philanthropie. Je vous remercie de m'avoir fait la leçon ce soir.